4 petites minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. Et pourtant, on aurait dit un séisme de plusieurs années. À peine avait-il terminé son tir nourri contre la France et sa posture en Ukraine que Donald Trump, sûr de lui, s'adossait dans son fauteuil, le sourire en coin déjà prêt à savourer la reddition. Mais voilà, Sébastien Lecornu se leva. Et ce qu'il déclara d'une voix calme mais implacable figea l'ensemble de la délégation américaine. Ce n'était plus une joute politique, c'était un acte fondateur, l'instant précis où la France version 21e siècle annonçait qu'elle ne courberait plus jamais l'échine. Nous étions au G20 à Buenos Aires ce 15 septembre 2025. Pour Trump, ce sommet devait être un nouveau théâtre de sa suprématie. Depuis qu'il avait repris les rênes de la Maison-Blanche, le scénario était toujours le même: pression sur l'Europe raillerie envers ses partenaires et coup de menton pour rappeler qui commande. Et dans le viseur en priorité la France. Surtout avec ce Premier ministre fraîchement nommé jeune sans grande envergure internationale et à la tête d'un pays au bord du chaos. À Mar-a-Lago, une semaine avant l'événement, Trump peaufinait son offensive. Il épluchait les notes de la CIA avec ses fidèles stratèges, ce Lecornu. Une brise légère suffira à le faire plier. 39 ans, aucune bataille diplomatique à son actif, un pays miné par les crises sociales. Il ne tiendra pas 2 minutes, pensait-il. Le plan le piéger sur l'Ukraine, l'exposer comme faible et forcer la France à embrasser sans condition la ligne américaine. Pour Trump, c'était gagné d'avance. Après tout, il avait déjà plié Macron. Ce nouveau venu n'était qu'un pion de plus à écraser. Trump fit là une de ces erreurs qu'on appelle fatales. Il pensa avoir affaire à un Macron bis, mais il se trompait lourdement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sébastien Lecornu, loin d'être un bleu, avait passé des mois à disséquer la mécanique Trump. Il avait décortiqué ses coups de bluff, mémorisé ses gestes, repéré ses tics et surtout identifié son point faible, l'incapacité chronique de Donald à encaisser la moindre contradiction en public. Le sommet débuta comme un manuel de diplomatie, G20 inflation, commerce, écologie, la routine. Lecornu impassible se contentait d'écouter de griffonner sur son carnet, donnant l'impression d'un élève studieux absorbant la sagesse de ses aînés. Tout ce que Trump espérait voir. Il se frottait déjà les mains. À 16h30 précise, l'ancien magnate new-yorkais demanda la parole pour la session consacrée à la sécurité mondiale et au conflit ukrainien. Et il lança sa tirade favorite dégoulinante de condescendance. « Mes chers collègues, parlons franchement des responsabilités face à la crise en Ukraine. » Son regard verrouilla aussitôt Lecornu. L'intention était aussi subtile qu'un bulldozer. Puis, faussement diplomate. Certains pays européens, inutile de nommer qui que ce soit, tout le monde voit de qui je parle. Et ses yeux cloués sur le Premier ministre français rendaient inutile toute devinette. Trump n'y allait pas à tâtons. C'était une opération chirurgicale avec une scie. Chaque mot, chaque intonation ciselée pour piétiner l'ego de ses alliés. Pendant que l'Amérique aligne les milliards et livre des armes dernier cri d'autres, se contente de discours creux et de promesses à l'eau tiède. Lâcha-t-il d'un ton faussement débonnaire. Traduction. La France traîne les pieds. Puis sans même cligner des yeux, l'Europe est dirigée par des novices qui brassent de l'air. Ce n'est pas de jolis mots dont l'Ukraine a besoin, mais d'un vrai leadership. Là, c'était un tir direct dans les jambes de Lecornu. Et il n'avait pas fini. Pendant que certains se débattent avec leurs petits problèmes de grève et de chaos domestique, des Ukrainiens meurent chaque jour. Le message était limpide, les blocages en France servirent de prétexte à l'inaction. Puis le coup de grâce, si ces dirigeants passaient moins de temps à éteindre leurs incendies internes et plus à soutenir ceux qui se battent, vraiment cette guerre serait peut-être déjà finie. Pas un mot plus haut que l'autre, mais chaque phrase était une gifle diplomatique. Et pour conclure la menace favorite du chef de la Maison-Blanche, l'Amérique ne va pas continuer à se saigner pour la liberté européenne toute seule, à nos partenaires de choisir se montrer à la hauteur ou voir les États-Unis reconsidérer leur implication. Et comme un acteur qui quitte la scène sur une réplique choc, Trump retourna à son siège sourire aux lèvres. Selon lui, tout roulait comme prévu. Dans la salle, les regards européens oscillaient entre malaise et curiosité.
Allait-il encaisser en silence? Allait-il bredouiller une défense maladroite? Face à l'humiliation servie devant toute la planète, le jeune chef du gouvernement français semblait acculé. Et puis, l'improbable se produisit. Sébastien Lecornu, sans mot dire, se redressa avec une lenteur calculée. Pas un geste vers le micro. Pas un regard vers le président de séance. Il posa posément ses 2 mains sur la table, se pencha légèrement et planta ses yeux droits dans ceux de Trump. Le silence devint une chape de plomb. « Monsieur le président Trump », lança-t-il d'une voix douce mais tranchante, « merci pour votre exposé sur la solidarité internationale. Il est d'autant plus enrichissant venant d'un pays aussi expérimenté dans le domaine. » La phrase avait l'élégance d'un compliment, l'arôme d'une flatterie, mais son arrière-goût était celui d'une gifle sèche. Trump tiqua. Lecornu avait touché juste. Vous évoquez l'excellence en matière de leadership. Permettez que je vous rafraîchisse la mémoire avec quelques exemples récents de ce fameux leadership américain. Le regard du Français ne déviait pas d'1 millimètre. C'était un duel d'yeux. Et Trump, pour la première fois, semblait chercher la sortie du ring. Dites-moi, Monsieur Trump, qui a orchestré la fuite d'Afghanistan en laissant sur le tarmac ceux qui croyaient encore en l'Occident, qui a tourné le dos aux Kurdes en Syrie du jour au lendemain, comme on claque une porte sans un regard en arrière, et qui a menacé de saborder l'OTAN si l'addition n'était pas à son goût. Trump blêmit. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Lecornu n'avait pas terminé. Vous voulez parler d'engagement parfait. Parlons-en. L'engagement français, vous le minimisez. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Quand les États-Unis n'étaient encore qu'une poignée de colonies rebelles en quête de liberté qui leur a tendu la main, qui a envoyé soldats, navires et argent pour battre l'Empire britannique à vos côtés, la France. Chaque mot sonnait comme une cloche qu'on fait résonner dans une cathédrale pleine. Vous évoquez l'argent, très bien, parlons chiffres. Savez-vous quelle part de son PIB la France a consacré à l'Ukraine et combien de réfugiés elle a accueillis par habitant en comparaison de votre grande Amérique? Silence pesant. Les données faisaient mal. Et puisque vous insistez sur le mot « leadership », dites-moi où était cette fameuse direction américaine quand il fallait bâtir une vraie alliance en Europe? Où étiez-vous quand certains pays hésitaient et avaient besoin d'être rassurés, convaincus, entraînés? Lecornu marqua un temps. Pas pour reprendre son souffle, mais pour laisser chaque syllabe imprégner les murs, les esprits, et le visage soudain figé de Donald Trump. Ah, donc maintenant, vous venez nous expliquer comment gérer nos problèmes internes. Formidable. Dans ce cas, permettez qu'on passe en revue les vôtres. Trump tenta de l'interrompre. Peine perdue. Lecornu déroulait son offensive avec la précision d'un chirurgien et la férocité d'un procureur. Combien de massacres à l'arme automatique avez-vous enregistré cette année? Combien de citoyens américains renoncent à se soigner faute d'assurance? Quel est le taux d'enfermement aux États-Unis comparé aux pays civilisés? Il s'arrêta une demi-seconde puis reprit impitoyable. Ou peut-être préférez-vous qu'on aborde vos brillantes réussites diplomatiques, l'Irak et ses fameuses armes invisibles, le Moyen-Orient livré au chaos, l'ascension de Daesh, née de vos aventures militaires improvisées? Chaque phrase était une rafale. Et puis vint la balle qui transperça le bouclier. Dites-moi franchement, Monsieur Trump, un pays qui élit à 2 reprises un homme visé par 91 chefs d'accusation, est-ce bien ce pays-là qui va donner des leçons de gouvernance au reste du monde? La salle s'effondra dans un silence glacial. Trump avait blêmi sa délégation éviter son regard, comme s'il s'agissait d'un cadavre politique. Personne n'avait prévu une attaque aussi frontale, aussi chirurgicale. Mais Lecornu ne s'arrêtait pas là. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas ici pour insulter les États-Unis. Je suis ici pour défendre la France et rappeler ce que certains préfèrent oublier. Trump tenta une nouvelle fois d'intervenir. D'un geste sec, Lecornu leva la main. « Laissez-moi finir, Monsieur le Président. Vous avez eu votre tour. La France n'a de compte à rendre à personne sur son engagement en Ukraine. Nous avons été là dès le premier jour. Nos soldats forment, nos ingénieurs reconstruisent, nos diplomates œuvrent sans strass, sans tweet, sans besoin d'ovation. » Il se pencha vers le micro presque en chuchotant, mais chaque mot claquait comme une gifle. « Vous voulez connaître la vraie différence entre la France et l'Amérique dans ce conflit?
Nous aidons l'Ukraine parce que c'est notre devoir. Vous l'aidez parce que c'est rentable. Nous voyons un peuple à soutenir. Vous voyez un business à exploiter. Et comme s'il concluait une pièce de théâtre, un vrai leader n'impose pas sa volonté par la menace. Il suscite l'adhésion. Il ne rabaisse pas ses alliés, il les élève. Il ne fait pas pression en coulisses, il dialogue à visage découvert. Puis le regard vissé sur Trump, vous êtes à la tête de la plus grande puissance militaire du globe. Mais vous agissez comme un tyran d'opérette. Vous avez la force, mais pas la tenue. Le pouvoir, mais aucune grandeur morale. L'offensive verbale avait déjà secoué les murs, mais ce qui suivit fut une véritable exécution politique. D'un ton posé presque solennel, Lecornu lança le coup fatal. « Savez-vous ce qui distingue un homme d'État d'un despote, monsieur le Président? C'est simple. L'un fédère, l'autre fracture. L'un tire ses alliés vers le haut, l'autre les piétine. L'un fait naître l'admiration, l'autre cultive la peur. » Il s'interrompit une fraction de seconde comme pour laisser le silence mordre. « Alors dites-moi, Donald Trump, dans quelle catégorie vous situez-vous vraiment ?» Trump, rouge de colère, tenta de se lever pour répliquer. Mais sa voix étranglée par la rage n'était qu'un souffle. « Comment osez-vous manquer de respect aux États-Unis ?» Mais Lecornu imperturbable l'interrompit avec calme. « Je l'ose, monsieur Trump, parce que je parle au nom de la France. Et la France depuis toujours dit la vérité en face, même quand celle-ci dérange les puissants, même si ces puissants s'appellent les États-Unis d'Amérique. » Puis il s'accorda une pause millimétrée, une de celles qu'on apprend sur les scènes d'opéra. Car voyez-vous, un vrai chef ne s'en prend pas à ses partenaires. Il les élève. Il ne cherche pas à les ridiculiser, il cherche à les unir. Un véritable leader n'utilise pas la menace comme levier, mais le respect comme ciment. Et pour la touche finale, le glaive rhétorique, vous avez l'arme nucléaire, certes, mais pas la stature. Vous avez les leviers du pouvoir, mais pas la noblesse qui devrait l'accompagner. Vous êtes peut-être craint, monsieur le président, mais jamais respecté. Le président du G20 tenta bien d'un geste désespéré de ramener un semblant de calme. Mais l'onde de choc avait déjà fissuré l'édifice. L'atmosphère électrique et tendue était devenue irrécupérable. Lecornu, lui, n'ajouta rien. Il se rassit lentement, bras croisés, regard fixe, tel un boxeur qui sait que le dernier coup a fait mouche. En face, Trump restait debout, figé blême, les lèvres entr'ouvertes, mais incapable d'articuler le moindre mot. Pour la première fois depuis qu'il foule les scènes du pouvoir, l'homme qui d'habitude écrase ses adversaires d'une réplique cinglante se retrouvait muet, KO, debout, et l'écho ne tarda pas. À peine les portes du sommet refermées, la planète médiatique s'enflamma. CNN criait « Trump, humilié par la France ». La BBC titrait froidement « Le cornu pulvérise le président américain ». Der Spiegel, plus analytique, décrivait « Un souffle nouveau venu d'Europe remet en question la domination américaine ». Mais la véritable onde de choc ne vint pas d'ailleurs. Elle partit du cœur même de la bête, les États-Unis. En surface, le sommet était terminé. Mais en coulisses, c'est une autre histoire qui se jouait, bien plus explosive. Les lignes téléphoniques des chancelleries européennes chauffaient comme jamais. À Bruxelles, on s'activait pour lancer une coordination continentale face à l'imprévisibilité de Washington. À Berlin, la question tombait sans détour. Paris est-elle prête à devenir la locomotive d'une nouvelle Europe indépendante? À Rome, on allait plus loin encore, l'idée d'un partenariat France-Italie capable de rééquilibrer la toute-puissance germano-américaine commençait à faire son chemin. Et même Londres, pourtant, en orbite post-Brexit, semblait intriguée. Cette France qui disait non à Trump valait peut-être qu'on lui tende la main. Mais pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres, sous les néons cliniques du Pentagone, une toute autre ambiance régnait. Ce que Lecornu ne savait pas encore, c'est qu'au même moment, une réunion à huis clos agitait les plus hauts gradés de l'armée américaine. Les visages fermés, les voix tendues, la question brûlait toutes les lèvres. Et si les Européens, jusque-là dociles, commençaient à nous tenir tête en public, que devient alors notre architecture stratégique globale? Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le cœur de la machine militaire américaine doutait.
Le socle sacré de l'Alliance Atlantique venait de se fissurer. Pendant que le Pentagone transpirait à quelques kilomètres de là à l'Anglais, c'était l'effervescence. Les bureaux de la CIA tournaient à plein régime, les lumières restaient allumées toute la nuit. Les analystes, les yeux rouges de fatigue, décortiquaient chaque fragment d'information obsédés par une question. Mais bon sang, qui est ce le corps nu? Qui était donc cet inconnu venu de France capable de désarçonner le président des États-Unis en pleine scène internationale? D'où sortait cette assurance presque insolente? Était-il manipulé dans l'ombre, protégé par une puissance étrangère, une taupe européenne? Mais plus il cherchait, plus le vide s'imposait. Aucun dossier compromettant, aucune trace compromettante, pas même une ligne douteuse dans les archives. Pour les services secrets américains, c'était comme s'il était sorti de nulle part. Et c'est justement cette invisibilité stratégique, cette absence de fichage, qui avait permis à Lecornu de frapper fort là où personne ne l'attendait. Un fantôme républicain devenu torpille diplomatique. Pendant ce temps, en France, c'était un véritable séisme politique. Avant le G20, Lecornu stagnait à 23% d'opinion favorable. 2 jours plus tard, il caracolait à 67%. Une envolée stratosphérique, mais le plus fou. Même ses opposants historiques changèrent de ton. Marine Le Pen, d'ordinaire prompte à critiquer l'achat. Je ne partage pas son programme, mais au moins, lui, il porte haut les couleurs de la France. Et Jean-Luc Mélenchon, d'un ton grave, ajouta « Voilà enfin un Premier ministre qui ne plie pas genoux devant l'Amérique. Il était temps. » À Paris, cette improbable union nationale provoquait un malaise bien réel. L'Élysée, d'ordinaire habitué aux tensions partisanes, voyait avec inquiétude se former un front commun autour de Lecornu. Et dans sa retraite paisible, quelque part entre luxe discret et regret silencieux, Emmanuel Macron regardait impuissant son successeur réussir là où lui-même s'était épuisé, pendant près d'une décennie faire vibrer à nouveau la fierté française. Du côté des macronistes de la première heure, c'était le grand écart émotionnel d'un côté, la satisfaction de voir leur poulain briller sous les projecteurs du monde. De l'autre, l'amère constatation que leur ancien leader, malgré ses talents, avait peut-être manqué du cran nécessaire pour incarner cette grandeur tant attendue. Mais c'est à des milliers de kilomètres de là, dans les couloirs capitonnés de la Maison-Blanche, que l'impact fut le plus brutal. À Washington, l'ambiance n'était plus au triomphe, mais à la consternation. Dans l'aile ouest, on murmurait, on évitait le regard du président, on marchait sur des œufs. L'équipe rapprochée de Trump comprenait que l'instant qu'il venait de vivre ne relevait plus de l'incident diplomatique, mais de l'histoire. Et puis, au milieu de ce silence pesant, son chef de cabinet osa l'impensable. « Monsieur le Président, peut-être faudrait-il envisager de présenter des excuses officielles ?» Trump explosa comme un volcan. Moi m'excuser auprès de ce môme français, plutôt mourir. Mais derrière cette fureur de façade, il le savait. Le coup n'était pas seulement dur, il était profond et peut-être irréversible. Mais ce qui rongeait vraiment Trump, ce n'était pas le vacarme médiatique ni les moqueries étrangères, non. Ce qui le blessait au plus profond, c'était la fissure interne, le poison dans sa propre maison. Du côté républicain, les langues commençaient à se délier. Dans les couloirs feutrés du Capitole, on murmurait ce que plus personne n'osait taire. « Il nous fait honte !» lâcha un sénateur à voix basse au micro de Politico. « Vous voulez qu'on défende un président qui vient de se faire laminer par un Français ?» ironisait un élu de Floride entre 2 grimaces. Pour la première fois depuis son retour triomphal à la Maison-Blanche, Donald Trump sentait le sol s'effriter sous ses pieds vernis. Et cette fois, ce n'étaient pas les démocrates qui creusaient, mais sa propre équipe. De l'autre camp, justement, on ne savait plus trop comment réagir. Les démocrates, d'habitude si prompts à l'attaque, étaient pris de court. Quand un chef d'État étranger fait le boulot à votre place, et mieux que vous, que reste-t-il à dire dans sa retraite paisible du Delaware? Joe Biden fixait l'écran repassant les images en boucle. Il souriait un peu amer. « Ça aurait dû être moi !» souffla-t-il à ses proches, mi-envieux, mi-admiratifs. Pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres, celui par qui le séisme était arrivé découvrait avec stupeur l'ampleur du raz-de-marée. Le téléphone de Matignon ne cessait de sonner. Zelensky réclamait une rencontre urgente. Le Premier ministre britannique voulait un échange privé.
Même le secrétaire général de l'ONU demandait une audience. En l'espace de 4 minutes, Sébastien Lecornu, jusque-là quasi inconnu sur la scène mondiale, était devenu l'homme le plus recherché de la planète. Mais parmi tous les coups de fil, celui qui toucha le plus Lecornu ne venait ni de Londres, ni de Kiev, ni de New York, mais d'un endroit bien plus symbolique, le Palais Bourbon. Pour la toute première fois depuis son entrée à Matignon, l'opposition française décidait de ranger les armes, de mettre ses motions de censure en pause. Un geste rare, presque solennel. Le président des Républicains alla même jusqu'à déclarer « On ne s'attaque pas à un homme qui vient de rendre sa dignité au pays ». Ce cessez-le-feu politique inédit offrait à Lecornu quelque chose d'inestimable, un espace d'action comme aucun chef de gouvernement n'en avait connu depuis des décennies. Mais pendant que la France saluait son héros de l'autre côté de l'Atlantique, l'ancien roi du chaos cherchait désespérément à reprendre la main. 3 jours après l'uppercut de Buenos Aires, Trump convoqua la presse à la Maison-Blanche. L'idée éteindre l'incendie, reprendre le contrôle. Mais ce qu'il trouva face à lui n'était plus la presse américaine docile d'antan. Revigorés par le modèle français, les journalistes passèrent à l'offensive. « Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous pas répondu aux attaques du Premier ministre français? Allez-vous présenter des excuses aux alliés européens? Votre silence face à Lecornu ne serait-il pas le signe d'un aveu de faiblesse ?» Trump tenta d'éluder. Avec un sourire crispé, il lâcha « Ce Lecornu, personne ne sait qui c'est. Et puis la France entre nous, c'est un pays en vrac. Il essaie juste de détourner l'attention. » Mais à mesure qu'il parlait, il s'enfonçait. Chaque mot trahissait un peu plus son malaise. La tension dans sa voix, les gestes agités, le regard fuyant. Il avait beau faire semblant, tout le monde voyait clair évoqué. Lecornu s'était appuyé là où ça faisait mal. Très mal. La scène de Buenos Aires avait déclenché bien plus qu'un scandale diplomatique, c'était le premier domino d'une réaction en chaîne mondiale. Au Canada, Justin Trudeau, galvanisé par l'audace française, claqua la porte à une demande économique américaine jugée abusive. Il déclara sans détour « L'amitié ne justifie pas la soumission ». En Allemagne, Olaf Scholz alla plus loin « Il est temps que l'Europe trace sa propre route sans attendre le feu vert de Washington ». Quant à l'Italie, Giorgia Meloni, d'ordinaire prudente, prit la parole pour marteler « L'Europe doit redevenir fière et libre ». Mais c'est à des milliers de kilomètres en Asie-Pacifique que la secousse fut la plus saisissante. Le Japon, partenaire de longue date des États-Unis, osa timidement suggérer un virage vers une diplomatie moins alignée. La Corée du Sud, elle commença à réévaluer certains accords militaires, semant le doute dans les couloirs du Pentagone. Et l'Australie, pourtant membre historique du cercle très fermé des Five Eyes, entama un débat national sur son degré de dépendance stratégique. Une idée germait insidieuse mais puissante. Si la France avait pu défier l'Amérique, alors pourquoi pas eux? Ce que la plupart ignoraient, c'est que même le Cornu n'avait pas vu venir ce raz-de-marée. Dans le calme feutré du vol retour vers Paris, il lança à voix basse à son équipe « Mon intention, c'était juste de relever la tête au nom de la France, pas d'enclencher un séisme géopolitique. » Un silence, puis son chef de cabinet, le regard encore chargé de ce qu'il venait de vivre, répondit doucement « Monsieur le Premier ministre, vous avez libéré une parole longtemps étouffée. Ce que vous avez fait, c'est allumer une étincelle que d'autres n'osaient même plus rêver. » Et puis le moment tant redouté, tant attendu, l'atterrissage à Roissy. Il était minuit passé, mais le terminal vibrait comme un soir de victoire en Coupe du Monde. Des centaines de citoyens drapeaux au vent l'attendaient. Pour la première fois depuis longtemps, la Marseillaise résonnait non pas par habitude ou dérision, mais avec fierté et larmes aux yeux. Les caméras du monde entier captèrent cette ferveur populaire. Une nation entière qui redécouvrait sa voix. Oui, un souffle nouveau venait de traverser la France. Le jour suivant, le Cornu franchit les portes de l'Assemblée nationale comme on entre dans l'histoire. La salle était archi-comble, saturée d'une tension presque palpable. À peine le Premier ministre se leva, le tumulte retomba instantanément remplacé par un silence d'église. Il planta son regard dans l'hémicycle, inspira brièvement puis déclara d'une voix posée « Mesdames et messieurs les députés, hier à Buenos Aires, ce n'était pas ma voix que vous avez entendue. Ce n'était pas celle d'un homme,
c'était celle d'une nation, celle d'une France indomptable qui ne plie devant personne. Et là, l'explosion. Une ovation franche, totale, sans calcul. Des applaudissements fusèrent de tous les bancs, brisant les murs invisibles de l'opposition. Une scène rarissime. Marine Le Pen se leva, suivie par Jean-Luc Mélenchon. Et derrière eux, toute l'Assemblée s'éleva unie. Ce jour-là, le cornu ne s'était pas contenté de faire un discours. Il venait d'accomplir ce que la Ve République n'osait même plus espérer faire battre le même cœur dans des poitrines opposées. Redonner aux Français l'envie d'y croire. Ensemble. Mais c'est le dernier acte de la séance qui scella définitivement le moment dans la légende politique française. Contre toute attente, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, sortit du protocole. Dans un geste aussi audacieux qu'inédit, elle proposa un vote de confiance immédiat envers le Premier ministre. L'hémicycle, d'abord figé de stupeur, se mobilisa. Quelques minutes plus tard, les résultats tombèrent comme un coup de tonnerre, 498 députés en faveur, 79 contre aucune abstention. Du jamais vu sous la Ve République, un score écrasant digne d'un plébiscite impérial. Et ce n'était que le début, car dans les semaines qui suivirent, tout sembla basculer. Les blocages sociaux s'évaporèrent comme par magie. Les rues se vidèrent tandis des cortèges, les courbes économiques, elles remontèrent, la bourse reprit des couleurs. Et surtout, chose rare, les visages des Français se détendirent. L'espoir semblait avoir changé de camp. Même les sondages d'ordinaire impitoyables devenaient flatteurs. Le pays respirait à nouveau. Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas ressenti ce frisson, celui d'être fier sincèrement d'être français. Un sentiment oublié, balayé par les crises successives. Et pourtant, 6 mois après l'épisode de Buenos Aires, une vérité s'imposait. La donne avait changé. Fini le réflexe du petit frère soumis. L'Atlantique ne séparait plus un maître et ses disciples, mais reliait 2 partenaires enfin traités d'égal à égal. Et dire que tout était parti d'un moment suspendu. 4 petites minutes d'une audace tricolore balancée au visage de Trump comme une gifle diplomatique, une gifle qui résonna jusque dans les couloirs du Capitole. Un sénateur républicain lâcha off the record au Washington Post. Ce Français a eu les tripes de dire ce qu'on murmure entre nous depuis des mois. Et soudain, dans le camp même de Trump, des voix s'élevaient, mais c'est en France que le séisme fut le plus spectaculaire, comme si d'un coup la colère s'était évaporée. Les blocages cessèrent net, les grévistes revinrent à leur poste, le CAC 40 s'envola de 8% en une seule séance. Et surtout, un peuple qui doutait de ses dirigeants redressa la tête. Il venait de découvrir qu'on pouvait, oui, tenir tête aux géants et que l'homme à Matignon n'était pas fait de carton. Cela faisait bien trop longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Lâchait les larmes aux yeux un manifestant interrogé en direct sur BFM. Pour une fois, j'ai l'impression qu'être français, ça veut dire quelque chose. En l'espace de 4 minutes, Sébastien Lecornu avait cessé d'être un nom sur une affiche pour devenir un symbole, celui d'un continent qui ne baisse plus les yeux. Pourtant, malgré cette soudaine adoration populaire, lui restait étonnamment sobre. Dans le silence feutré du vol retour vers Paris, il glissa à ses collaborateurs d'une voix calme. Ce n'était pas une vendetta, c'était un devoir. Il fallait que quelqu'un dise à Washington que l'époque des colonies est terminée. L'Europe n'est pas un paillasson. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, le feu médiatique ne s'éteignait pas. 3 jours après le G20, Donald Trump convoqua la presse à la Maison-Blanche pour tenter de reprendre la main. Peine perdue. Les caméras, les micros, les stylos, tous ne parlaient que d'un seul sujet. « Monsieur le Président, avez-vous une réponse aux attaques du Premier ministre français? Êtes-vous gêné de ne pas lui avoir répondu sur le moment? Envisagez-vous de présenter des excuses aux alliés européens ?» Trump lui blêmissait. Ce n'était plus une conférence de presse, c'était un interrogatoire. Trump tentait maladroitement de réduire Lecornu à un simple figurant. Ce type inconnu au bataillon. Et puis franchement, vu l'état de la France, il cherche juste à détourner l'attention. Mais plus il essayait de le rabaisser, plus son irritation transparaissait. Chaque mot trahissait un président blessé dans son orgueil. On sentait la rage monter, et ce n'était pas du théâtre. De son côté, Lecornu croulait sous les appels internationaux. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Zelensky lui-même décrocha pour le féliciter. «
Scholz, habituellement si réservé, envoya un message d'admiration. Et même depuis Pékin, un communiqué officiel signé Xi Jinping exprimait une forme de respect discret mais clair. Le monde venait d'identifier un nouveau joueur. En moins de temps qu'il n'en faut pour boire un café, le chef du gouvernement français s'était hissé au rang d'acteur central sur l'échiquier mondial. Mais l'impact le plus profond se fit sentir à l'intérieur même de l'OTAN. Les capitales européennes, galvanisées par la posture française, commencèrent à remettre en question la docilité habituelle face à Washington. Un vent de rééquilibrage soufflait sur l'Alliance. Berlin dit non, non aux livraisons massives d'armements made in USA. De son côté, Rome ferma la porte à toute tentative de chantage sur ses échanges avec Pékin. L'Europe, longtemps docile, semblait soudain réaliser une vérité simple mais puissante. On peut désobéir à Washington, et pourtant le ciel ne s'écroule pas. Un semestre après le séisme de Buenos Aires, la donne avait changé de fond en comble. L'Atlantique n'était plus une ligne de subordination, mais un pont d'égal à égal. La vieille Europe levait la tête, retrouvant un ton qu'on croyait perdu. Et tout cela, souvenez-vous, n'était parti que de 4 minutes de résistance incarnée par un Français qu'on n'avait pas vu venir. Mais ce chapitre-là n'était qu'un prélude. Le véritable choc, le twist que personne n'avait vu venir, s'écrivait dans la tête de Donald Trump. Lui, l'expert de la pression, le stratège de l'intimidation, goûtait pour la toute première fois à l'amertume d'une humiliation mondiale. Et cette blessure invisible mais profonde allait s'infecter, lentement, silencieusement et durablement. Les jours s'égrenaient, mais dans les couloirs de la Maison-Blanche, un malaise grandissait. Trump n'était plus le même. L'affaire l'écornu l'obsédait. Il passait ses nuits à scruter les moindres propos du Premier ministre français, hurlait dès qu'un journaliste osait prononcer ce nom. « Il faut le briser, ce Français prétentieux », martelait-il chaque matin, les poings serrés, jusqu'à faire pâlir ses propres conseillers. Ce n'était plus de la politique, c'était devenu personnel. Puis le 15 octobre 2025, pile un mois après le sommet de Buenos Aires, Trump franchit une ligne rouge. À Orlando, devant une foule chauffée à blanc, il dérapa en direct. « L'écornu, ce petit coq insolent pense pouvoir m'humilier. On va lui rappeler ce qu'est la vraie puissance américaine. La France va comprendre ce que veut dire être mise au pas. » Tonnerre d'applaudissements dans la salle. Mais les caméras, elles enregistraient tout. Quelques heures plus tard, la planète entière visionnait cette séquence surréaliste. Et les dégâts furent immédiats. En voulant fanfaronner, Trump avait offert sur un plateau l'illustration parfaite de ce que l'écornu dénonçait, une posture brutale, un ton de despote, une menace d'État à État. Il ne faisait plus figure de leader, il ressemblait à un tyran vexé. Même les bastions médiatiques les plus fidèles à Trump ne purent cette fois détourner le regard. Fox News hésitait, mais ailleurs la sentence était tombée. Les accusations françaises, validées par Trump lui-même, titraient avec ironie le Wall Street Journal. Un président qui menace une démocratie partenaire inquiétant s'alarmait USA Today. D'un bout à l'autre du spectre politique, l'Amérique médiatique réalisait qu'elle venait d'assister à une chute de masques en direct. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe réagit en un éclair et comme un seul bloc. Une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 27 pays membres de l'Union européenne signèrent une déclaration commune cinglante et sans ambiguïté pour condamner les propos de Trump à l'encontre de Paris. Et puis l'impensable arriva, l'OTAN dans un communiqué feutré mais acéré rappela qu'une alliance sans respect mutuel n'était qu'un leurre diplomatique. Mais c'est la réponse de l'écornu qui coupa le souffle à tous les stratèges. Pas de colère, pas d'effet de manche. Juste une élégance froide et maîtrisée. Depuis Matignon, dans une salle silencieuse, il déclara simplement « C'est regrettable que le président des États-Unis ait emprunté ce chemin. La France, elle continue d'ouvrir ses bras même quand ses amis se perdent. » Le silence qui suivit cette phrase en disait long. Et dans ce silence, c'est la France qui grandissait. Le plus redoutable, ce ne fut pas l'indignation, ce fut le calme. Ce fut cette maîtrise cinglante qui infligea à Trump une blessure bien plus profonde qu'un affront frontal. Ce ton mesuré, cette retenue glaçante, cette main tendue au lieu d'un poing levé, et l'Amérique s'en trouva secouée,
À Washington, l'effet domino reprit. Les républicains déjà fragilisés depuis l'épisode de Buenos Aires commencèrent à lâcher leurs champions déchus. Les silences se fissuraient, les langues se déliaient, et soudain une voix surgit du passé. Paul Ryan, ancien président de la Chambre, rompit son silence depuis sa retraite politique pour balancer « Ce n'est pas ainsi qu'on traite ceux qui marchent à nos côtés ». Même Ron DeSantis, pourtant adversaire acharné de Trump pour l'investiture, changea de ton. On peut défendre les intérêts américains sans mépriser ceux qui partagent nos valeurs. La fracture était consommée. Le Parti républicain n'était plus en ordre de marche. Il doutait, il grinçait, il se fissurait. Et c'est là, au cœur de la tempête, qu'une bombe journalistique allait sceller le sort politique de Trump. Le 5 novembre 2025 à l'aube, le Washington Post publia un article choc nourri par des fuites internes à la Maison-Blanche. Ce que les Américains y découvraient était digne d'un thriller paranoïaque. Trump, personnellement, avait ordonné à la CIA de fouiller dans les moindres recoins de la vie privée de l'écornu, espérant y dénicher un secret, un scandale, n'importe quoi pour exercer un chantage. Mais le plus explosif restait à venir. Le président avait également mandaté le Pentagone pour concevoir des sanctions économiques ciblées contre la France. Oui, vous avez bien entendu, le plus vieux partenaire militaire des États-Unis, traité comme un adversaire hostile. La nouvelle fit l'effet d'un séisme. Même dans les cercles les plus pro-Trump, c'était l'indignation totale. Utiliser les services secrets et la puissance militaire américaine pour tenter d'écraser un allié démocratique, voilà une ligne rouge que personne n'était prêt à défendre. C'en était trop. Le Congrès, toutes tendances confondues, y compris les républicains les plus fidèles, adopta une résolution de blâme contre leur propre président. Un événement historique sans précédent. De l'autre côté de l'Atlantique, l'indignation française éclata comme une déflagration. À Paris, Lecornu convoqua l'ambassadeur des États-Unis sur le champ et réclama des explications formelles. Mais le geste qui frappa les esprits fut ailleurs. Il annula sèchement la visite officielle de Trump, prévue pour le printemps 2026. « La France ne déroule pas le tapis rouge à ceux qui l'espionnent », déclara-t-il le regard glacial. Cette phrase courte mais tranchante fit le tour de la planète et porta l'estocade à l'image déjà vacillante de Trump. Mais l'uppercut décisif n'était pas venu de l'étranger. Il avait surgi du cœur même de son propre camp. Le 20 novembre 2025, un groupe de 15 sénateurs républicains signa une lettre ouverte appelant solennellement le président à retrouver un minimum de décence dans l'exercice de sa fonction. Le coup de tonnerre venait de là où Trump pensait avoir des alliés inébranlables. Mitch McConnell, Lindsey Graham, même les piliers du Trumpisme lâchaient des prises. Ce jour-là, pendant que la Maison-Blanche étouffait sous les flammes politiques, Lecornu foulait les marches du Parlement européen sous les acclamations. À Strasbourg, il fut accueilli en libérateur. Son discours sobrement intitulé « Pour une Europe qui se respecte » déclencha une ovation debout des rangs populistes jusqu'aux écologistes. « L'Europe n'a pas de maître !» lança-t-il droit dans les yeux des caméras. « Nous sommes des alliés, pas des subordonnés. » Chaque mot claquait comme un coup de fouet et leur écho se propagea dans toutes les chancelleries européennes. Le souffle déclenché à Buenos Aires continuait de bousculer les équilibres mondiaux. Tokyo rappela son ambassadeur pour consultation urgente. Séoul annonça une réévaluation complète de ses coopérations militaires avec Washington. Quant à Ottawa, Justin Trudeau évoquait publiquement la nécessité de redéfinir les termes de son amitié avec l'Amérique. Le message était clair, Trump n'était plus isolé à Washington, il l'était sur la planète entière. Dans ce climat chargé de tensions, un moment allait tout faire basculer. Le 15 décembre 2025, convoqué à la hâte pour tenter d'éteindre l'incendie diplomatique, un sommet exceptionnel de l'OTAN s'ouvrait à Bruxelles. Et c'est là, devant les projecteurs de la planète, que Lecornu prononça les mots qui scellèrent définitivement le sort politique de Donald Trump. Mesdames et messieurs chefs d'État et de gouvernement, lança-t-il d'un ton solennel, nous ne sommes pas ici simplement pour gérer une crise, mais pour rappeler ce qui nous unit au-delà des intérêts, la démocratie, la loyauté, la souveraineté. Ces valeurs, ajouta-t-il après un silence soigneusement orchestré, sont incompatibles avec la peur, les pressions et les coups bas entre partenaires. Il se pencha légèrement vers le micro.
L'OTAN ne se résume pas à un individu. Elle a traversé la guerre froide, elle a résisté au terrorisme, elle survivra à Donald Trump. Mais elle ne survivra que si elle reste ancrée dans l'honnêteté, le respect et l'égalité entre ses membres. Car ce que l'Alliance ne tolérera jamais, c'est l'arrogance et l'humiliation. Une salve d'applaudissements éclata dans la salle, long, intense, et surtout sans la moindre dissonance. Les dirigeants de l'Alliance Atlantique Unie, comme rarement saluaient, ensemble cette mise au point cinglante adressée au président des États-Unis. On assistait à un moment inédit. Jamais encore l'OTAN n'avait collectivement tourné le dos à son propre pilier. Le soir venu, les télévisions américaines repassaient en boucle ces images embarrassantes. Donald Trump seul isolé pendant que les chefs d'État du monde libre ovationnaient un Français. La claque politique ne tarda pas à se traduire dans les chiffres. En 48 heures, Trump perdait 10 points supplémentaires dans les sondages. Et cette fois, ce n'était plus seulement les démocrates qui lui tournaient le dos, même son propre camp commençait à le lâcher. C'est là que tomba le coup de massue ultime. Le 22 décembre 2025, un certain Mike Pence, ancien bras droit du locataire de la Maison-Blanche, surgit de l'ombre médiatique en dégainant une tribune choc dans le New York Times. Son titre claquait comme un verdict « Pourquoi Donald Trump ne mérite plus mon soutien ?» Dans une prose sans fioriture, mais au vitriol, l'ancien vice-président balaya toute ambiguïté. Lorsqu'un chef d'État français doit rappeler à un président américain les fondements mêmes de la démocratie, c'est que quelque chose s'est profondément déréglé. En l'espace de 4 minutes, Sébastien Lecornu a incarné la stature présidentielle que Trump n'a jamais su atteindre en 4 années. Cette sortie brutale d'un ancien allié finit d'enterrer politiquement Trump. Du côté des Républicains, la campagne pour 2028 prenait une tournure d'évasion collective. DeSantis, Haley, Ramaswamy, chacun s'éloignait du navire qui prenait l'eau. Le lendemain, Politico résumait la situation en une phrase « Le chapitre Trump est clos ». À des milliers de kilomètres des polémiques américaines, Lecornu se métamorphosait en icône planétaire. Le prestigieux Time l'honora du titre de personnalité de l'année 2025. Forbes, de son côté, le hissa au rang des figures de pouvoir les plus marquantes de la planète. Les campus américains, eux, s'arrachaient ses interventions, le conviant à disserter sur le courage politique et l'éthique dans le chaos géopolitique. Un petit parfum d'ironie planait dans l'air, voilà qu'un Français venait donner des leçons de gouvernance aux Américains, eux qui en raffolent d'habitude. En métropole, l'onde de choc s'était muée en phénomène durable. Lecornu flirtait désormais avec des sommets d'approbation jamais atteints sous la VE République, 75% d'opinion favorable, un record politique presque insolent. Mais au-delà des sondages et des éloges, c'est toute la stature internationale de la France qui semblait renaître. Les investisseurs étrangers accouraient, séduits par cette image de force tranquille retrouvée. Le CAC 40 battait des records. L'économie hexagonale, dopée par ce vent de confiance inédit, connaissait sa plus forte accélération depuis une décennie. Le 31 décembre 2025, lors de son allocution de fin d'année Lecornu, pouvait enfin livrer un discours qu'aucun chef de gouvernement avant lui n'aurait osé imaginer. Le ton était posé, mais la fierté transparaissait. Française. Français, souvenez-vous, il y a 12 mois à peine, notre nation doutait d'elle-même. Aujourd'hui, elle inspire à nouveau le respect du monde entier. Nous étions fragmentés, nous sommes redevenus un peuple. Hier encore, on tentait de nous dicter la conduite. Aujourd'hui, c'est notre voix que l'on écoute. Et il termina par une phrase qui résonna comme une signature politique, une ligne gravée dans l'histoire. « Ce jour-là, à Buenos Aires, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement affirmé une vérité oubliée, la France ne ploie devant personne. » Il aura suffi de 4 minutes pour le rappeler à la planète et désormais personne n'osera l'ignorer. 2026 s'ouvrait sur une France méconnaissable, sûre d'aile droite, dans ses bottes rayonnantes sur la scène internationale. L'Europe, quant à elle, retrouvait un souffle de dignité oubliée, et les États-Unis, eux, n'avaient d'autre choix que de remettre en question leur posture de maître du monde. Tout cela avait été déclenché par un homme de 39 ans qui, au moment décisif, eut l'audace de dire ce que personne n'avait osé, non.
Les livres d'histoire un jour fixeront ce moment le 15 septembre 2025 à 6h47 du matin. Ce fut l'instant où, dans une salle de conférence à Buenos Aires, Sébastien Lecornu s'est levé et a lancé cette phrase restée gravée dans les mémoires: « Monsieur Trump, croyez-vous sincèrement qu'un pays qui a élu 2 fois un homme poursuivi par 91 chefs d'inculpation soit légitime pour donner des leçons de démocratie au reste de la planète ? 4 minutes. C'est tout ce qu'il aura fallu pour faire basculer l'équilibre du monde. En l'espace de 240 secondes, la France a relevé la tête, l'Europe s'est souvenue qu'elle avait du panache. Et Donald Trump lui a compris qu'une simple prise de parole pouvait ébranler tout un empire. Ces 4 minutes sont devenues légendaires, gravées à jamais dans les annales diplomatiques. Encore aujourd'hui, sous le soleil de Floride, au fond de son domaine doré de Mar-a-Lago, l'ex-président rumine sa défaite. L'image de ce Français insolent le hante. Mais le verdict de l'histoire est sans appel face à l'arrogance. La dignité finit toujours par avoir le dernier mot. Et cette leçon-là, le monde ne l'oubliera jamais.